Bonsoir à tous Bonsoir. et merci d'être aussi nombreux à nous écouter ce soir. Alors, petite présentation pour cette conférence. Comme ça a été annoncé depuis un bon moment, le but est donc de vous présenter le système de vérification des solutions dont nous parlons depuis quelques mois. Cette présentation va nous être faite par Alexandre et Graham, qui sont donc deux développeurs très expérimentés et qui vont nous expliquer comment ils ont travaillé et travaillent encore sur le système en lui-même. Ils travaillent également sur des innovations qui vont permettre de poursuivre le jeu jusqu'à son terme, évidemment, et dans un contexte, on va dire, modernisé, plus adapté aux techniques actuelles et peut-être aussi plus ludique. Alors, la raison d'être de ces développements, là, c'est quand même une question importante. C'est l'exceptionnelle longévité du jeu, puisqu'on vient de fêter ses 30 ans, et que durant cette longue période, bien des choses ont changé. Alors le jeu d'abord en lui-même, qui connaît évidemment une belle dynamique, ça on en est tous très heureux, et qui fédère de plus en plus de joueurs. Donc de plus en plus d'idées et d'hypothèses. Partant de là, de plus en plus de solutions qui sont jour et qui demandent évidemment à être vérifiées, ou qu'on me demande de vérifier. Les milliers de messages donc, que je continue de recevoir ne me permettent pas de gérer de manière rationnelle ni de vérifier ces solutions. Et je dois dire que mes journées n'y suffiraient pas. Ensuite, la législation sur tout ce qui concerne l'environnement et le patrimoine a énormément évolué et surtout est devenue beaucoup plus restrictive pour les chercheurs de trésors, disons toutes méthodes confondues. Donc aller creuser un trou quelque part pour déterrer la chouette d'or, évidemment, contrevient dans presque tous les cas à cette législation. On sait qu'un régime de tolérance, évidemment, subsiste, plus ou moins tacite, qui laisse encore un peu de latitude aux chercheurs, mais il demeure quand même risqué de s'en contenter. Je dirais même que de plus en plus de collectivités, que ce soit pour des questions d'environnement, des questions de sites archéologiques, de protection du patrimoine, etc., de plus en plus de collectivités donc s'en émeuvent. Et certaines me contactent d'ailleurs, me demandant évidemment d'aviser les chouetteurs qu'il faudrait cesser ces pratiques. Et puis enfin, le règlement du jeu tel qu'il a été élaboré par les premiers organisateurs, donc il y a 30 ans, et tel qu'il est toujours en vigueur aujourd'hui, ignorait bien évidemment ces changements que je viens d'évoquer. Et grâce à l'outil qui va nous être présenté ce soir, j'ai donc l'intention de faire évoluer ce règlement en le modifiant, dans le respect de la loi évidemment, en vue de dissuader les participants au jeu, de vous dissuader d'aller creuser un peu partout en France pour valider vos hypothèses. C'est un sujet évidemment qui est en cours d'étude par des juristes, hein, on ne va pas improviser là-dessus, et pour lequel je ferai une communication spécifique à la communauté des joueurs. Je vais donc maintenant laisser la parole à Alexandre et à Graham, qui s'exprimeront tour à tour en français et en anglais, afin que, puisqu'on sait que nous avons de nombreux participants anglophones, qui pourront donc ainsi comprendre l'évolution du jeu. Alors encore merci à vous tous d'être là, et messieurs les développeurs, c'est à vous. Ils ne sont pas là. Théo, je sais pas si tu les vois dans la liste. Oui, je les vois. Il faut juste qu'ils demandent pour rejoindre la prise de parole et puis normalement c'est bon. Donc Alexandre, je sais pas si tu m'entends. Voilà, j'ai la parole. Est-ce que tout le monde Parfait. m'entend? Oui. Ok. Bonsoir à tous, je me présente d'abord. Donc, je m'appelle Alexandre, je suis ancien chouetteur, puisque ma position actuelle exige que je me mette un peu à côté de ce jeu.
Et Graham, qui est avec moi, fait partie de cette équipe dont vous entendez parler depuis quelques semaines ou quelques mois. Et cette équipe est simplement un groupement de personnes qui veulent résoudre un problème qui ne concerne pas que la Chouette d'Or, mais qui est tout simplement de créer de la transparence sur ce type de jeu qui consiste à faire valider des secrets sans les dévoiler. Voilà. Donc l'idée, c'est de concevoir un système qui permette à des joueurs, donc on est vraiment dans le domaine du jeu, à des joueurs de soumettre des solutions dans un système numérique afin qu'on puisse déterminer des vainqueurs avec des compromis, bien sûr, avec toutes les précautions d'usage dans les systèmes informatiques qui permettent à des joueurs d'être déclarés vainqueurs selon un système qui est assez simple que je vais vous décrire, d'être déclarés vainqueurs et surtout de créer plus de transparence par rapport aux problématiques qui peuvent exister entre les organisateurs. Je vous rappelle quand même qu'un jeu comme la Chouette d'Or est essentiellement, comme tous les jeux concours d'ailleurs, est essentiellement fondé sur l'idée qu'on fait confiance à la personne qui a créé le jeu. Et cette confiance, elle est tellement déterminante que, comme vous l'avez vu avec Michel, vous êtes obligé à un moment donné, en tant qu'organisateur et en tant que joueur, d'accepter une sorte de deal, une sorte de compromis qui consiste à se faire mutuellement confiance. Alors cette confiance, elle est des deux côtés, puisque d'un côté, le règlement de la Chouette d'Or, vous le connaissez, autorisait les joueurs à les creuser, mais on a vu que les joueurs ont un peu abusé, et il y a eu des terrains, des lieux qui ont été un peu trop recherchés, on va dire. Donc, vous voyez que la problématique, elle est des deux côtés. On peut avoir des joueurs qui, à la fois, respectent pas trop le règlement, le dépassent, le transgressent, et en même temps, du côté des organisateurs, par le truchement du temps, notamment, peuvent être amenés à écrire un règlement qui, au fil du temps, n'est plus valable. Le règlement de la Chouette d'Or, avec l'idée qu'on puisse aller creuser des trous, crée une problématique. Et donc, moi, j'ai contacté Michel il y a plusieurs mois pour tout simplement résoudre ce problème, essayer d'apporter une solution. Le problème, lequel est-il? C'est qu'on a un jeu qui a été créé il y a 30 ans, dans un pays qui était beaucoup plus permissif qu'aujourd'hui. Et disons que aller creuser des trous, c'est pas forcément quelque chose qui est interdit, c'est pas forcément quelque chose qui est mauvais, pour les raisons qu'on pourrait croire. C'est quelque chose qui est avant tout mauvais pour les visiteurs, pour la beauté du paysage. C'est pas forcément quelque chose qui... Un trou n'est pas forcément quelque chose de laid. Mais en tant qu'organisateur, vous avez la responsabilité, déjà du point de vue de la préfecture en France, vous avez la responsabilité, si vous attirez du public sur des espaces publics, quels qu'ils soient, vous avez la responsabilité d'en avertir les autorités et d'agir avec diligence, je dirais. Donc cette diligence, elle est limitée par la confiance qu'on peut avoir aux joueurs de respecter les règles du jeu. Sans être jugé parti par rapport à ce que font les joueurs, les détecteurs, aller creuser n'importe où sans vraiment avoir de solution, on n'est pas là pour être jugé parti, on est là pour avancer. Donc moi, je voulais avancer et je voulais proposer à Michel un système que j'avais imaginé avec d'autres personnes, pouvant être capable de résoudre ce problème qui consiste à changer un système où il fallait aller creuser, en passant à un système qui est beaucoup plus juste. Alors le système pour aller creuser, il crée essentiellement une problématique sociale. Notamment aujourd'hui avec l'inflation, l'essence, bon, je crois que je ne dis pas quelque chose de fondamental, vous le savez tous. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens, il y a des personnes qui sont handicapées, qui ne peuvent pas se déplacer, et donc quelque part le système d'aller creuser crée une sorte d'injustice quand même. Même s'il y a l'excitation d'aller creuser, que moi-même j'ai eu cette excitation, je n'ai pas été un grand excité d'aller creuser des trous, mais on va dire que ça peut se comprendre du point de vue des joueurs. Mais ça crée effectivement, dans les faits, vraiment une barrière sociale de moyens pour se déplacer quand vous êtes à l'autre bout de la France. Vous devez prévoir des nuits d'hôtel, à moins d'avoir une voiture suffisamment grande pour aller dormir dedans, plusieurs jours pour se séparer de sa famille, les frais de péage, les frais d'essence, donc ça fait quand même un coût qui est important. Donc, quel que soit le système qu'on peut inventer, il faut qu'il soit moins cher que celui-ci. D'autant plus que ce jeu-là particulièrement, on ne sait pas pourquoi, on sait plus ou moins, on pourrait l'expliquer, mais
a permis ou a incité les joueurs à proposer plusieurs solutions. D'accord? Alors que l'idée, c'était quand même que celui qui trouvait la solution allait creuser une seule fois et on n'en parlait plus. Ça n'a pas été le cas, donc ça a créé un afflux de personnes qui allaient creuser, parfois de manière frénétique, parfois de manière tout à fait légitime. Trop de trous sur des zones protégées, publiques, et on l'a vu aussi, des zones qui étaient privées. Donc le système doit être capable de résoudre cette problématique et de permettre à chacun, qui soit handicapé, c'est-à-dire n'ayant pas de mobilité dans ce cas-là, et des personnes qui n'ont pas forcément les moyens, de pouvoir soumettre une solution. Et en plus d'avoir une transparence vis-à-vis d'une communauté, puisque la Chouette d'Or est une communauté aujourd'hui, une transparence où chacun peut vérifier l'ordre des soumissions dans un système tiers, public, comme la blockchain. Je vais expliquer ce que c'est pour ceux qui ne savent pas, qui permet à chacun de vérifier qu'il y a bien eu des soumissions. Voilà. Bien sûr, avec l'hypothèse de faire confiance à ceux qui développent pour apporter une solution et en collaboration avec l'organisateur. Donc effectivement, gagner la confiance de Michel n'a pas été quelque chose de simple. Il est très sollicité. Je n'ai pas été le seul à solliciter pour essayer de résoudre des problèmes. Mais disons que très souvent, Michel, on lui apportait des problèmes. Donc l'idée, c'était de lui en enlever un et de faire quelque chose qui était intelligent pour la communauté. Donc un système qui est plus juste, un système qui force pas les gens à se déplacer, et en plus un système qui est sympa pour les collectivités territoriales, sans voir tout au long de l'année des joueurs affluer avec des pelles ou des détecteurs. Bon, c'est arrivé. Hein. C'est pas forcément quelque chose qui gêne les collectivités territoriales, mais disons que c'est pas quelque chose qu'un organisateur doit souhaiter. Alors, on va plutôt dire ça comme ça. L'organisateur, lui, il doit se comporter avec diligence et donc contrôler son flux de visiteurs si c'est lui qui, par un jeu, incite les gens à visiter. Alors bien sûr, je sais très bien, puisque moi-même l'ayant expérimenté, je sais très bien que le déplacement crée intérêt pour des lieux. C'est vraiment très bien de se déplacer parce que le voyage est initiatique et apporte son lot d'enseignements. Bon, ça, de toute manière, on peut l'avoir sans une chasse au trésor et sans un système pour aller creuser. Donc, disons, cette frénésie, cette idée d'aller voyager, effectivement, on ne va pas l'avoir avec un système digital, mais le vainqueur pourra toujours l'avoir puisqu'on va autoriser le vainqueur, lui, à aller creuser. Ce sera le seul, d'ailleurs. Mais c'est quelque chose qu'on doit encore décider. Alors, je vous explique le système rapidement. Comment il fonctionne? Avant de commencer le système, ça pourrait être pas mal si on pourrait faire la présentation en anglais pour les anglophones anglais, qui nous ok. écoutent. Alors, Graham, please, can you introduce yourself and explain how I contacted you a few months ago? Maybe the video games features. How do you feel this game, this collaboration we had together? So maybe you can speak a few minutes to introduce yourself. Okay. So I can I let you the microphone. Hello. Okay, I'm assuming you can hear me. So several months ago, Alex contacted me because I do Unreal development. I'm a long-term developer. I've got sort of 30 years plus experience developing various systems, a lot of things financially for banks with a lot of security and things like that involved, which is primarily what Alex wanted built into any new system that we produce. Security, encryption, very important for this kind of architecture. So we have structured a new architecture for this system. This is something that while we are incorporating sort of best practices with security in general, this is something that nobody else has really done before for a game like this. So we've tried to make it as robust and secure as possible so that it is a system that doesn't rely on automatically marking or grading the submissions that people make when they answer the riddles. So that nobody who compromises the system, if they could compromise the system,
can gain any unfair information or advantage. They cannot game the system to win. When you submit an answer using this system, it also creates an entry on a blockchain, so that this is proof of submission, so that even in an absolute worst case scenario where a system is attacked by hackers, there's not anything that the hackers can do. Because even if they could decrypt the system and they could find that somebody had submitted a legitimate answer to a question, then all they could do is resubmit it themselves, and their time would be after the time of the original person who submitted it, and so they still wouldn't be able to gain any benefit. So, sorry, I'm just seeing. There we go. Sorry, I didn't have the text for this. I'm seeing some questions coming in. Yeah. So the proof of submission is tied to your individual player account. Whether you're playing as an individual player or whether you're playing as a member of a team, you will still have a single person who is your responsible account holder. So the system makes no difference. There will always be one player who is the person who is submitting. If you wish to submit on behalf of a team, it's up to you to do whatever contract or document you have to do to legitimize the formation of your team. The system doesn't make teams for you. There's nothing like that built into it. When you play the games, you can submit as many times as you like. Each time you do a submission will require you to have the credits to be able to submit. And as long as you can do that, you can submit as many times as you like. But each submission is logged at the time that you submit it and will be manually checked by somebody. So in this case, this will be Michelle. And if they are correct, you will be notified that it is correct. If they are incorrect, you will be notified that it is incorrect. But when Michelle marks these things, he will not know which player has made this submission. It will be completely anonymous as far as he is concerned. All he will see is the answer, and he will mark it, and then the system will notify you as a player whether you were correct or not. Okay, maybe Graham, I can translate what you had said. Okay. Ok, donc Graham a présenté le système d'une manière plutôt synthétique. Je vais traduire ce que Graham a dit. Donc, le système est bien sûr pensé pour être sécurisé. Donc sécurisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire essentiellement ne pas contenir de solution. Déjà en clair, pas de solution, ni en clair, et également assurer la confidentialité de qui est en train de soumettre par rapport aux validateurs. Donc le système a une liste de validateurs qui ont la permission de recevoir des réponses des joueurs afin de les valider et d'en checker, d'en déterminer la véracité, si elles sont vraies ou fausses. L'autre point important, c'est qu'on a pensé ce système toujours en imaginant qu'un hacker pouvait complètement détruire le système. Donc on s'est posé la question, comment on peut garantir, si le système web est complètement cassé, comment on peut garantir l'ordre des vainqueurs? C'est ça qu'on doit garantir avant tout. Faire un système informatique, c'est très bien, mais on doit surtout garantir avec une procédure bien précise quelle était la liste des gens qui ont soumis et quel était le vainqueur s'il y en avait un à un temps donné. Donc à tout instant, on doit garantir une liste, une sorte de classement des joueurs et s'il y avait un vainqueur. Donc, quelle que soit la chose qui peut advenir sur le système, on a une photographie à tout instant de ce qui s'était passé juste avant. Et ça, c'est la blockchain qui peut le garantir. Alors, la blockchain, c'est simplement ce qu'on appelle un système décentralisé. On peut comparer ça à une base de données, mais qui est constituée par des ordinateurs dans le monde entier. C'est-à-dire vous avez un consensus déterminé par des milliers d'ordinateurs répartis sur toute la surface de la Terre. C'est un ordinateur mondial en réalité.
pour le cas d'Ethereum, mais c'est sur celui-là qu'on va aller. Donc c'est un ordinateur mondial qui fait que si vous voulez attaquer ce système, vous devez avoir un consensus, vous devez convaincre au moins la moitié des ordinateurs mondiaux, ce qui est en pratique quasiment impossible. Vous ne pouvez pas convaincre trop de personnes de modifier un système quel qu'il soit d'ailleurs, hein, que ce soit un gouvernement, une banque ou un système de soumission d'énigmes ou une blockchain. L'effort est tellement difficile à faire, le point est tellement difficile à obtenir que ça en devient quasiment impossible. Et c'est pour ça qu'on dit que la blockchain est immuable. En réalité, elle est immuable par consensus. Vous pouvez la changer, mais à condition que vous soyez au moins 50%, au moins 51% à être d'accord pour quelque part faire un coup d'État sur le système. Il y a de la cryptographie qui est impliquée dans la blockchain. On en a aussi dans le système, puisque nous, on va encrypter des solutions des joueurs. Vous allez soumettre sous forme textuelle des solutions, des propositions de solutions. Et dès qu'elles seront dans le serveur, elles seront déjà encryptées. C'est-à-dire qu'on ne stocke aucune réponse des joueurs en clair non plus. C'est un troisième point qui est très important. Donc même si un hacker il arrive à attaquer la base de données, il va recevoir des réponses cryptées. Même s'il arrive à avoir le décryptage de cette solution, si le hacker est très fort, s'il arrive à décrypter ces solutions soumises par ses joueurs, on sait qu'elle a déjà été transmise dans la blockchain. Ça, Graham l'a dit. Donc le hacker viendra forcément après que quelqu'un ait déjà soumis. Donc on a déjà la trace de quelqu'un qui avait soumis avant que quelqu'un puisse attaquer. Parce que dès la soumission, on fait une copie de la transaction dans la blockchain. Et comme la blockchain elle est complètement extérieure à notre système, on garantit par une couche complètement externe qui est gérée par des tierces parties que celles qui sont impliquées dans le système, on a une garantie de ce fameux classement des joueurs qui étaient vainqueurs. Donc si un vainqueur soumet la solution à un temps T, on fait la copie dans la blockchain, le hacker il peut faire ce qu'il veut, on aura la transaction qui est stockée dans la blockchain. Et la blockchain, par définition, même pour ceux qui ne connaissent pas, je résume, publiquement, on peut la consulter, moyennant quelques raisonnements, bien sûr, parce qu'il faut quand même comprendre qu'est-ce qu'on fait sur la blockchain. Et ça, c'est une procédure qui est formalisée avec un avocat. Donc la transaction, elle est stockée sur la blockchain, à l'identique de celle qu'il y a dans le système. Donc n'importe qui peut constater qui a soumis et quand. Et donc l'horodatage dans la blockchain est absolument essentiel. C'est une des features les plus importantes. Une des caractéristiques les plus importantes du système, c'est l'horodatage. D'ailleurs, c'est pratiquement que ça. Graham, this is a timestamp which is very important for the blockchain. Okay? So, donc le timestamp, en fait, on va l'avoir. Comment on déclare un vainqueur? Donc un vainqueur, il est déclaré à partir du moment où vous soumettez dans notre système. On a un premier timestamp, un premier horodatage. Dès l'instant suivant, on va faire une transaction sur la blockchain qui peut durer un certain temps. La blockchain est un peu plus longue pour valider des transactions. Et on va avoir un deuxième temps sur la blockchain. D'accord ? Donc usuellement, tous les jours, on va dire que le vainqueur est celui qui est attesté dans notre système. Ce n'est qu'en cas d'attaque du système, en cas de controverse, ça peut être n'importe quoi, un joueur qui fait une controverse, tous les cas sont possibles, on met en cause le système, on met en cause la véracité de notre système. Dans ce cas-là, nous on dit, ok, on a une procédure faite avec un avocat, qui est très précise, l'avocat la comprend, et en tout cas une personne qui fait autorité peut aller checker dans la blockchain l'ordre des soumissions, et on peut toujours, après l'information qui est sur la blockchain, déterminer qui est le vainqueur. C'est-à-dire, le validateur peut aller toujours checker ce qu'il y a dans la blockchain et dire effectivement, c'est tel joueur qui avait soumis à telle date et il a soumis telle solution qui était cryptée de cette manière. Et donc, on sait à coup sûr qui avait transmis et à quel moment et quoi. Et ça, c'est très important de pouvoir obtenir ça dans un système. Et je continue, j'apporte cette dimension. Donc, l'idée sympa, et là c'est plus pour le côté joueur, hein, parce qu'on ne va pas que résoudre des problèmes, on va aussi apporter du plaisir. On prépare donc un nouveau jeu, un nouveau type de jeu qui n'existe pas. We are designing a new
type of game, which consists on finding a treasure inside a video game. On va essayer on va créer un jeu vidéo où on va trouver un vrai trésor. Donc, on passe d'un système où il y avait des livres, le système de l'édition classique, à un système où on va avoir d'autres dimensions sensorielles. On va avoir de la musique, on va avoir de l'animation, on va avoir des énigmes qui sont beaucoup plus riches pour l'expérience utilisateur. Et donc, ce système, il va apporter à ce nouveau type de jeu ce qui lui manquait, c'est-à-dire un système, ce que j'appelle le Hall of Fame, c'est-à-dire un système où on peut classer des joueurs à tout instant, de manière à ce que les joueurs puissent se valoriser quand ils trouvent la solution d'une énigme. Et une autre caractéristique importante, c'est la structure des jeux. On va avoir plusieurs vainqueurs au cours de l'évolution du jeu. On va publier les énigmes selon un calendrier, donc on va maîtriser le marketing du jeu pour pas justement, par rapport aux sponsors, voilà, ça c'est très important aussi, par rapport aux sponsors, on détermine un calendrier de diffusion du jeu, donc on maîtrise la durée du jeu. On va diffuser 10 énigmes sur l'espace de 3 mois ou 10 mois, peu importe. Ça sera décidé avec le sponsor. Et au bout du 10e mois, nous, on sait que la rentabilité du projet, elle est faite au niveau marketing, communication, etc. Et après, à charge aux joueurs de gagner tout de suite ou de gagner sur un laps de temps qui est indéterminé. Donc ça, c'est important de le faire. Et donc, au fur et à mesure du jeu, on va avoir des vainqueurs qui seront valorisés, comme dans un jeu vidéo. Au lieu d'être valorisés qu'à la fin avec un seul joueur, on va avoir une série de joueurs qui vont être numéro 1 de l'énigme 1, numéro 2 de l'énigme 2, et donc on va avoir un système qui est beaucoup plus intéressant pour les joueurs. Maybe Graham, you can translate this architecture of the games. I mean the calendar of publications, how we set up the marketing calendar, and the fact that we have a lot of players that can win. Several players that can win, who can win, sorry. And okay, so if you can translate these special features, the new game we are developing together. Okay, just addressing a couple of things I saw in the comments first. The first one was about GDPR and the blockchain. Which doesn't just address GDPR specifically, but any privacy concerns people would have with the blockchain. What we write onto the blockchain is a transaction information record, which can be used to prove when a submission was made. Just to make it perfectly clear, it doesn't contain any personally identifiable information that relates to any person, and it doesn't contain anything specifically that could be used to give people any clues about what the person actually submitted. It's hashed information, if that means anything to anybody. It's not going to be anything that will compromise the system in any way. Now, as far as the calendar goes, a number of people have already made comments about this kind of thing, and they've implied that Michelle may be very, very busy validating the answers that come in, and obviously that is a concern as well, which is one of the reasons why the riddles are organized in a linear sequence, and each riddle is opened at a specific date. So although all the riddles are already public knowledge, whatever, as far as the system is concerned, to act as a little bit of as a faucet to control the flow of too many people submitting things and drowning Michelle in answers, we will be unlocking riddles one at a time on a calendar, and of course there will be additional information provided that will hopefully enrich the experience of the players and give you a new dimension. I don't know how much has already been said about that. So moving forward, we will have a calendar. The calendar will be predetermined, so everybody will be able to submit for the current riddle. You will also be able to submit for previous riddles. You don't have to do it as each new riddle is released, is unlocked.
but you will not be able to submit, if we are currently on riddle number 5, you will not be able to submit the answer to riddle number 6, even though in this case you already know maybe what it is. You will have to wait for the official unlocking of that riddle on the calendar to give, particularly in this case, Michelle, the chance to go and validate the previous submissions that have been there on the system. Was there anything else specifically you wanted me to say on that point, Alex? Non, that's fine. Donc je précise aussi, parce que peut-être certains le découvrent, donc on est en train de développer la version jeu vidéo de la Chouette d'Or, qui consistera à reprendre essentiellement les énigmes qui ont été diffusées en version éditoriale, en version livre, en apportant une dimension, en racontant l'histoire aussi, de manière à introduire le jeu peut-être à des nouveaux joueurs, j'espère. Et pourquoi pas, on en discute avec Michel, apporter un certain nombre de nouveaux indices qui permettront d'enrichir le jeu et de permettre, j'espère, un jour que cette Chouette d'Or soit trouvée, sachant que elle peut être trouvée aujourd'hui, demain, que nous, on prend un risque. On prend un risque de développer et que la Chouette d'Or soit trouvée, mais en même temps, ces développements vont servir une cause qui est un peu au-delà de la Chouette d'Or, même si la Chouette d'Or va bien sûr bénéficier de systèmes en premier lieu. C'est une chasse au trésor mythique et en tout cas, ça me tenait à cœur que la Chouette d'Or soit le premier jeu sur lequel on puisse apporter ce genre de système. Ce que je vous propose, c'est que je puisse répondre aux questions qui ont été posées afin de mieux organiser parce que là, il est 19h30, c'est parfait, donc on a les 30 minutes pour présenter et on va passer 30 minutes à répondre aux questions dans l'ordre où elles ont été posées. Vous imaginez bien que j'ai dû les traduire en anglais avec Graham, donc on en a discuté, on les a préparés de manière à parler d'une seule voix. Et j'ai bien sûr appelé Michel avant d'organiser la réunion pour qu'on puisse se mettre d'accord sur les réponses à apporter pour agir avec discernement et bien sûr diligence avec les joueurs, puisque vous êtes quand même les premiers concernés par ce qu'on va faire. Et donc voilà, alors la première question... Alors effectivement, il y a des questions qui ça c'est plutôt un biais des joueurs, c'est que certaines questions tendent à essayer de connaître, enfin, pas tendre, c'est pas votre intention, hein. C'est qu'elles contiennent en elles une nature qui fait qu'on va révéler quelque chose de la super solution ou de la solution. C'est pas du tout mon rôle, hein. Moi je connais pas les solutions, et Dieu m'en garde d'ailleurs. Donc ces questions-là, bon, je vais les aborder, mais disons que certaines, c'est un peu ce elles nous entraînent un peu sur ce terrain-là qui est pas un terrain qui est forcément intéressant pour la communauté, je veux dire. Alors la première question, c'était Angus 70. Donc la question, je l'ai en anglais. Is there a margin of error for pile poil? Bon, le pile poil, in French is a spot. Ok. C'est in centimeters, if yes, how much? Donc ça, je crois que c'est la première question. Je vais la relire en français quand même, parce que... Alors, la première question... Alors, y a-t-il une marge d'erreur sur le pile-poil en centimètres? Si oui, de combien? Alors, je vais partir du principe, et on va partir du principe tous ensemble, que la super solution, donc j'ai demandé plusieurs fois à Michel de me confirmer ça, est absolument précise. Sa description textuelle ne contient aucun équivoque. Absolument aucune ambiguïté de décrire la super solution sous forme textuelle. Bien sûr, il peut y avoir des variations sur la formulation de comment on y arrive, mais il est absolument impossible pour Michel ou pour la personne qui écrit d'être ambigu ou d'inciter à l'interprétation. Ce n'est absolument pas possible. Donc la réponse de la Chouette d'Or est précise et suffisamment pour qu'on puisse la formaliser sous forme de mots et de textes. Moi, je vais m'arrêter là par rapport à ça, puisque je pense que ça suffit comme hypothèse pour dérouler la suite. Okay, maybe in English, Graham, the first question, which was won by Angus 70.
Which question was Is that? there a margin of error? For, Oh, okay. I have that under someone else's name, but never mind. Well, obviously, as far as this particular riddle is concerned, it has been stated that the final answer to the riddle is a specific location in itself, and therefore there is no need to state a specific margin of error. However, there probably will be one stated, which will be a number of arbitrary centimeters, but it doesn't matter. It's irrelevant as far as this question is concerned. And of course, it's difficult for me to say this because obviously I don't know the answers to the riddles and only Michelle knows. But as Michelle has stated, if you can answer the riddle, you will understand why you do not need a tolerance in centimeters or meters or whatever. The answer to the riddle is the answer to the riddle, and that will be sufficient. Thank you, Graham. Next question. En français, non, c'était Remaldi qui avait posé cette question, excusez-moi. Et après, il y en avait une de Angus, deux questions. Est-ce que la conférence à propos du vérificateur de solution sera accessible en replay? Je pense, je parle sous la... Oui, bien sûr. Très bien. Est-ce que le vérificateur de solution permet de vérifier chaque énigme indépendamment ou juste la solution finale pour l'emplacement de la cache? Alors je pense que c'est le moment d'introduire quelque chose de fondamental, c'est qu'on aurait bien voulu que le système soit gratuit, c'était bien sûr notre intention, mais voilà, il y a des coûts, il y a un temps sur lequel Michel va passer puisqu'il doit checker manuellement, donc la soumission sera payante. Et on a essayé d'établir un prix qui soit le plus fair possible, le plus juste possible, pardon. Donc est-ce que on avait pensé, première hypothèse, on exige que le vainqueur puisse soumettre toutes les solutions à chacune des énigmes, sans les checker. C'est-à-dire il n'y aura pas de... Puisqu'on là, on risque de casser le jeu, ou même on cassera le jeu. Il ne s'agit pas de valider chacune des énigmes comme des enfants en accompagnant chacun sur la phase finale. Il ne s'agit pas de valider chaque énigme, mais il s'agit de vérifier que chacun a pu soumettre toutes les solutions du jeu avant de pouvoir soumettre la dernière. Ça, c'est une première hypothèse. Seconde hypothèse, il n'y aura pas de troisième. Seconde hypothèse, on soumet la super solution. Alors moi, j'ai proposé à Michel de commencer par la B, ne serait-ce que pour voir comment les joueurs réagissent, même si on aura quand même des testeurs, on va vous en parler tout à l'heure, il y aura des testeurs, mais ce serait bien de commencer par une énigme qui est un peu plus soft plutôt que de commencer par la super solution. Ça, c'est la deuxième hypothèse de travail. Je pense que ça vaut le coup qu'on en discute aussi avec la communauté pour voir comment on peut faire. L'idée, c'est simplement quand même de faire en sorte qu'il y ait un vainqueur et que les gens ne se déplacent pas. Donc, comment on fait les menus détails, je dirais, c'est pas des menus détails, mais disons que ça, c'est des choses qu'on peut calibrer entre maintenant et le moment où le système sera lancé. Sachant que tant que le système n'est pas lancé, le jeu continue exactement comme il est. Et de toute manière, quand il sera lancé, il y aura, comme Michel l'a dit, un avenant au règlement qui est essentiellement fondé sur l'idée qu'on ne peut pas creuser des trous pour des questions environnementales, qu'on apporte une solution. Et pour terminer cette question, est-ce que le vérificateur de solution permet de vérifier chaque énigme indépendamment? Oui, on peut le faire, donc j'ai répondu à cette question, ou juste la solution finale pour l'emplacement de la cache. Okay, maybe Graham, you can translate. The question is the system able to validate an individual solution if we have a set of solutions? And can we have only one validation available? So I don't think so. I don't think this question was translated together. Okay, no, I haven't seen that one before. So could you give me the question again, please? Yes, I just translated to you on your PM, okay? Okay, yeah, sure. Je pense que quelqu'un a rajouté une question entre-temps parce que je n'avais pas ça. Donc, ok, je transmets la question à Graham pour qu'il puisse y répondre. You
get it? Yes, I've got it. Will the right about replay? Okay, yes, the conference will be available in a replay. Yeah. Does the solution checker allow you to check each puzzle independently, or just the final solution for the cache location? Graham, I just explained that we have two way to set up the system. The first one is allow people to submit each solution, or a second solution to submit only the final solution. Right. The system is able to do both. Okay, right? Yes, of course. Just a possibility. So yes, the question. Yes, answer, but the simple answer is yes. It can cope with both situations. Yeah. You have something to additional point, no? Not to add to that, no. Ok, question suivante. La question suivante, c'était... J'y retourne, excusez-moi. Ok, question en conférence. Combien de solutions peut-on soumettre par paiement? Et quel est le délai entre chaque participation? Okay, this is a new question, Graham, so I translate immediately to you. Okay. Et répondre en français. Je ne sais pas pourquoi il y a des questions qui sont insérées, c'est pas très sympa ça pour nous. Et on va faire avec. Alors, je transmets la question à Graham, le temps que je vais y répondre, comme ça il peut la préparer. Okay, I translated the question as you can prepare it. Yes. How many solutions can be submitted per payment, and what is the time? Let me just explain in French the credit system, okay? Yeah. So basically, there will be a system of credit, and you can buy credits, and then the system will be adjusted so that however many credits are required to submit a solution will be listed up front, so you will see exactly what, the cost to you will be transparent as possible. How many solutions can be submitted per payment? Well, because it's going to be using a system of credit rather than that kind of splits the payment and the submission up. So, for example, you might buy some credits and then you might play the game, and the credits you have bought may be sufficient for you to make several submissions. But each submission that you make will cost you however many credits, and they will be deducted. So that's how it works. You won't need to make a physical transaction for each time you want to submit the answer to a question. It's possible that you say, oh, okay, there are so many riddles in total. I will have a number of credits to be able to submit one answer for each riddle. And that's enough for me because I know I will be 100% right on all of my answers. And so then you will submit one answer submission for each time, and you will only make the payment once to buy the number of things that you need, the number of credits required to do your submissions. I hope that answers that question, Alex. Yes, I know answer in French. Alors, on sépare un système de crédit des soumissions elles-mêmes. C'est-à-dire que vous achetez un système de crédit. Alors là, on est vraiment dans l'environnement du jeu vidéo. Hein. On rentre en plein dedans, là, Unreal Engine, les jeux vidéo. Vous avez un système de crédit. Donc ça, la transaction payante, c'est d'acheter des crédits. Vous les stockez, vous pouvez les utiliser quand vous voulez. Ces crédits-là vont vous permettre de faire des soumissions. Alors, un crédit vaudra une soumission, un crédit vaudra une demi-solution, trois soumissions. Ça sera déterminé au moment du paiement, au moment de la création du jeu. Et pour chaque jeu, ce sera différent. Donc, pour la chouette d'or, il y aura un paramétrage. Et ensuite, vous pilotez vous-même comment vous voulez utiliser ces crédits. Sachant que pour être juste, vous devez payer une somme relativement faible pour pouvoir soumettre. Et en comparaison, à mettre en balance avec un voyage qui coûte approximativement, je dirais, si vous habitez à 500 km de là où vous devez aller,
On avait pour une nuit d'hôtel, un aller-retour essence plus péage, ça peut aller entre 200 et 300 euros. Plus la nourriture, voilà. Après, pour ceux qui se débrouillent bien, ils peuvent faire ça à l'arrache, je dirais. Mais disons que par rapport à cette somme-là que vous dépensez, nous, on a fait un système soumettre une solution avec un coût qui est relativement faible par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Soumettre une solution, vous avez un ticket d'entrée. Donc, c'est pas seulement d'acheter le livre, c'est de vous déplacer. Et en plus, ça avantage ceux qui sont à côté de là où ils veulent aller pour creuser. Donc, c'est effectivement le fait d'aller creuser un système totalement injuste qui ne crée que de la frénésie et un plaisir vicieux, je dirais. Voilà. Ok, question suivante. Je crois que j'ai répondu à toute cette question. Est-ce que la validation sera exclusivement faite par Michel? Bien sûr. Validation will be exclusively, oulala, je vais avoir des mains. Checked by Michel Becker, ok? Only Michel Becker has the right to check the correctiveness of the solution, ok? Ou alors il y a un premier. No, there is no automatic filtering. Il n'y a pas de filtrage automatique pour la simple raison, ça je l'ai souhaité, c'est pas un système informatique de s'occuper de ça. On ne délègue pas un système informatique qui peut être attaqué, le fait de checker une solution qui est l'acte le plus essentiel pour garantir la transparence d'un jeu et un vainqueur. Donc, hors de question qu'un système automatique puisse gérer. Et en plus, pour la Chouette d'Or, ça aurait révélé, ça aurait obligé Michel à révéler la nature de la super solution. Vous voyez ce que je veux dire? Donc hors de question d'envisager cette question. C'est hors de question d'envisager ce point. Voilà. Ok, next question. Est-ce que le système sera payant? Donc oui. Alors, je vous dis comment on a pricé ça. Donc du point de vue des joueurs, c'est un modèle, hein, c'est simplement un modèle. Comment pricer un système de soumission pour un jeu? Alors, ça dépend de plusieurs variables. Comment on modélise ça? Donc je vous explique comment on a fait. Bien sûr, tout modèle est critiquable, mais je pense qu'il est suffisamment juste pour l'avoir fait challenger. En réalité, quand vous jouez à un jeu, quand vous êtes joueur, ça s'apparente à une loterie. C'est pas une loterie, bien sûr, mais comme vous êtes en concurrence avec des milliers de joueurs, vous, quand vous mettez un ticket d'entrée, vous n'êtes pas forcément convaincu que vous allez gagner, donc ça s'apparente à une loterie. Donc le système qui se rapproche le plus pour pricer combien on doit payer pour avoir un lot, c'est ce qu'on appelle une espérance de gain en mathématiques. Et donc quand on utilise le système mathématique pour les loteries, on arrive à un prix qui est entre 7 et 15 dollars, bon, euros, c'est tout à fait pareil. Donc entre 7 et 15 euros la soumission, sachant que certains s'attendaient à beaucoup plus, si on compare ça au prix du déplacement, je trouve que c'est relativement juste pour quelqu'un qui peut soumettre et gagner un trésor de la valeur de la Chouette d'Or. Donc la somme sera très probablement dans cette fourchette. Ah non, c'est ça. C'était pas exactement le but de la question. Graham, so we already discussed about the price. Okay. Mm-hmm. Can you explain the model, how we priced, and the specific amount, the range of the price we estimate? Okay, well, all of these things are based on the fact that obviously there are costs associated with running servers. There are obviously costs associated with, I'm sure you would love, Michel, to be sat there hour after hour, day after day, doing nothing but validating people's solutions to the puzzles. But all of these things, they have inherent costs associated with them, and those costs need to be covered. So that is the basis of where we get a price from, and then you obviously have to go from there. So that's where, there is still some flexibility in how we can work out the exact costs that get presented when the system goes live. We are trying to negotiate the best prices we can on hosting and servers and things like that. And the better we can get, then the better price we can pass forward. But there are simply costs that can't be avoided, and that's it. But
in the analysis that we did, we were looking at how people were having to pay for transportation, gas money, whatever, to travel all over France and find the location that they thought they wanted to dig, to try and dig the bronze owl this way, and the time that was spent, even just the time that's spent digging a hole, which we have all been told is a significant amount of digging that is required just to find the treasure, and those are all offset. You can now do the whole thing from your armchair. You don't need to dig a hole. You don't need to spend a cost and travel halfway across the country or from another country, indeed, if you're not actually based in France. So swings and roundabouts, there are always going to be trade-offs with that kind of thing. But yeah, that's basically where the costs come from. Okay, next question. Est-ce qu'un account an account will be necessary? So, est-ce que on sera obligé de s'inscrire? Bien sûr, et on sera obligé de transmettre une pièce d'identité dans le seul but, puisque la GDPR est là, donc ça sera accepté par les joueurs, bien sûr, dans le seul but de remettre le lot au vainqueur. Il n'y aura pas du tout d'exploitation des données marketing ou des données privées des joueurs. Et bien sûr, aucune donnée qui sera faite sans le consentement des joueurs. Mais ça, c'est plutôt standard, c'est GDPR classique. Donc la seule utilité d'avoir cette pièce d'identité, c'est de pouvoir identifier un vainqueur physiquement à qui on remettra le lot. Donc c'est à l'avantage du vainqueur et des joueurs qu'on récolte ces données. Et donc toute solution qui sera soumise sera associée à une identité. Sans aller à du KYC ou du AML ou ce genre de choses, on a simplement le check. Alors on ne sait pas comment on va faire, il y aura probablement une double authentification avec le numéro de téléphone et une pièce d'identité qui sera nécessaire pour s'inscrire. Graham, in English, please. Can you just explain registration? Yeah. Obviously, we need to know who you are. As Alex has said, if you want to be notified if you win, it's an important point. When it comes to personal information, we will only ever store the minimum that we need to be able to do the job that we need. Unless you are a company who is making money out of selling people's private information, which we have no interest doing and will very clearly state in every place we can that we will not do that. We guarantee, protecting whatever information you give us as well as we can. Once you've said that, any personal information you get from people becomes more of a liability than a benefit, because we have to protect it on your behalf. And so we will only ask for the minimum information that we either legally have to perform the duties that we have to do, or that we have to be able to get Michel to phone you up and say, congratulations, you have won the prize. Okay, Graham, I'm just getting 2 questions from Hash. I think they are important. I just transmit them to your PM. Okay. Ok, donc il y a quelqu'un qui vient de me poser une question qui semble importante. Alors, d'ailleurs, elle est très importante. Qui émettra la transaction? User wallet or specific? Alors justement, on n'a pas du tout inclus les wallets blockchain. Hors de question d'utiliser des wallets avec la problématique MetaMask, etc. C'est pas du tout user-friendly et hors de question, ça mettrait trop à côté, de côté, les joueurs qui connaissent rien à la blockchain. Donc hors de question de rentrer dans tout ce qui est MetaMask, wallet avec les publics privés, parce que quand on organise quand on architecture ce genre de système informatique, on doit, avec les clés privées, donc la problématique, c'est que les gens peuvent les perdre. Vous imaginez les conséquences, quoi. Non, pas du tout. Donc les transactions blockchain seront faites par un smart contract qui agira au nom d'une entité authoritative, une entité qui fait autorité. Donc là, en l'occurrence, l'entité qui organise le jeu. Et on fait des transactions entre notre système et la blockchain. Et les transactions contiennent des métadonnées. Donc, personne n'aura besoin de créer des wallets.
personne n'aura besoin de faire quoi que ce soit. C'est totalement transparent pour les utilisateurs. C'est simplement un système qui est compris par un avocat ou un notaire ou peu importe, un huissier, quelqu'un qui fait autorité, qui est capable de comprendre ce qui se passe quand on fait notre procédure. Donc, en l'occurrence, on va expliquer qu'on copie la transaction dans la blockchain, que c'est tel smart contract avec telle adresse qui va la faire, on behalf of the company, sous l'égide de la compagnie qui organise le jeu. Et les données qui sont stockées sur la blockchain sont uniquement gérées par un smart contract. Un smart contract, en gros, c'est un code informatique qui permet de faire des transactions blockchain de manière... qui fait des transactions blockchain, comment l'expliquer voilà, on va juste simplifier ça, on va dire il y a des transactions qui sont faites par la blockchain et il n'y a pas besoin de créer des wallets. Je pense que ça répond à la question. Deuxième question, what will encrypt solution with Michel Becker? Non, là, oui, alors qu'est-ce qui encryptera les solutions? La question qu'on pose, c'est quel système cryptographique, H, je pense, quel système cryptographique vous utilisez pour encrypter les solutions. Alors, quand on fait de la cryptographie, vous avez deux clés, une qui crypte votre message et une qui permet de le décrypter. Parfois, c'est la même, c'est ce qu'on appelle la cryptographie symétrique. Parfois, c'est pas la même, c'est la cryptographie asymétrique. Donc, c'est le serveur qui va encrypter les solutions. Ça a été quelque chose qui a été discuté pendant de longs mois. Au départ, le système était end-to-end, c'est-à-dire vous soumettiez votre solution, c'était fait côté client, pour ceux qui comprennent. Hein. Et donc, à partir du moment où ça rentrait dans le serveur n'était même pas capable de capter cet encryptage. Ça passait complètement de manière transparente tout le long du serveur, de notre système. Le système ne gérait pas du tout la solution qui était émise. Donc, elle traversait comme ça le système. Là, on a fait un autre choix parce qu'en fait, la probabilité de hack avec cette solution qui était relativement complexe, coûteuse, est exactement la même que celle qu'on a choisie, c'est-à-dire on a un serveur qui encrypte et un serveur qui décrypte avec un système de permission. Donc, il n'y a que le validateur qui est capable de solliciter le serveur pour pouvoir décrypter le message. De toute manière, le système ne comptant pas de solution, la probabilité que quelqu'un tire n'importe quelle information du serveur et puisse le faire gagner est relativement faible. On peut imaginer par exemple le pire des cas, c'est que le hacker il arrive à décrypter la solution soumise par un joueur, et là il est vraiment très fort pour le faire, et c'est coûteux pour un hacker. Et quand un hacker fait quelque chose, il faut qu'il gagne suffisamment d'argent par rapport à ce que celui-là a coûté, il ne verra que la solution qui a été mise par l'utilisateur, qui a déjà été transmise dans la blockchain. Donc là, je pense que j'ai répondu à la question. Non, alors il n'y a pas de DApp du tout. Pas de DApp du tout. C'est trop contraignant. On ne rentre pas du tout dans ce genre de problématique. On utilise la blockchain pour ce qui est d'ailleurs le plus utile. Alors ça, on l'a beaucoup challengé. Vous savez que la blockchain, elle a eu plusieurs années d'existence. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites qui étaient inutiles. En l'occurrence, notre use case de transmettre une solution comme on le fait, et la blockchain est tout à fait justifiée pour ce use case-là. Donc on a vraiment un use case qui est très intéressant, qui est quasiment un use case de zero knowledge proof. On montre qu'on détient un secret sans le dévoiler. C'est exactement ce qu'on a fait. Quelqu'un soumet une solution, il ne montre pas qu'il la soumet, mais le validateur est capable de dire « Ok, il a la bonne solution ». Donc pas de DApp, pas de wallet. Les joueurs, c'est complètement transparent. Ils auront une interface et ils écriront un texte. Ils auront un message qui leur dira « Ok, vous avez soumis ». Et s'ils sont vainqueurs, ils recevront un message comme quoi ils étaient vainqueurs. Ok, Graham, I just explained that there will be no DApp development. Yeah. I'll just sum it up very simply from my point of view. I listen as best I can to your explanation, which I know you are explaining very technically, but it's very simple. When people hear the blockchain and they get all worried and they wonder what's going on, is there NFT, is there blah, 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 blah. No, it's very simple. All we are using the blockchain for is a way of verifying that the player
submitted something at a particular time. And this hash that I talk about that's going to go into the blockchain, all that is a way of taking your submission, what you type in as text, and generating a big number. And then we store that big number. We use a formula to generate, a hashing algorithm to generate this big number. That big number is stored on the blockchain. So your answer is not stored, only this hash. And that is only needed to prove when you did the submission. Now, in most situations that are conceivable, we're not going to have a situation where all sorts of people are submitting the correct answer within the same 1 second of time. And so it's going to be obvious when the correct answer has been submitted and when the competition has been won. It's not a problem. But this is a system of securing that if many people did submit the answer at the same time, we can conclusively prove who was the one who did it first. And that we cannot corrupt this system ourselves. We cannot say, well, actually, let's change the order because this guy is a friend of mine or compromise somehow. So that is why we have to store that. When the answer arrives, we need to store that with some third party, which hopefully cannot be messed with by ourselves. And that's why we chose blockchain as the particular example to use there. It's not because we're doing NFTs. Nobody needs to have a wallet. There is no, there's not even any encrypted data as such going onto the blockchain. All the blockchain is like when you go to a coat room and you check in your coat and you get a ticket. And it just proves that you did that submission at that point in time. That's all it's for. Et j'ajoute à ça que nous n'utilisons pas du tout de crypto-monnaie, hors de question bien sûr. Et nous utilisons simplement une des caractéristiques de la blockchain. La blockchain est utilisée pour les crypto-monnaies. Et sa véritable, enfin à l'origine, la blockchain, c'est un ledger, c'est un registre qui permet d'horodater des informations. Voilà, donc on utilise la propriété principale de la blockchain qui est d'horodater des informations attestées par un système qui contient suffisamment de personnes, suffisamment de nœuds, pour pouvoir garantir une certaine immuabilité. Mais pas de crypto-monnaie, pas de wallet et pas de ce genre de choses. Voilà, je pense avoir répondu à la question. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà de vous dire que on est très content quand même d'apporter cette solution. Je sais très bien que à partir du moment où on se présente, on va être critiqué, on va avoir des haters. Moi, je me présente quand même. Alors, moi, je travaille à Genève. Donc, l'équipe est basée à Genève. Pas forcément, c'est pas un truchement historique parce que je me trouve à Genève. Et donc Michel en fait partie, on a Graham, on a également un musicien qui est présent parmi nous, un compositeur de musique de film, qui travaille au Conservatoire de musique de Genève, parce que on va créer de la musique aussi pour la Chouette d'Or, on va faire vraiment un jeu vidéo. Et ensuite on a 2 autres personnes qui constituent l'équipe des advisors ou des personnes qui sont là en soutien, notamment juridique. Donc actuellement il y a des questions qui sont traitées juridiquement pour essayer de voir comment on peut faire au mieux pour modifier le règlement sans casser quoi que ce soit, en essayant d'être le moins intrusif possible par rapport aux 30 ans qui viennent de s'écouler et toujours en essayant d'aller de l'avant, sachant que rien n'est parfait et qu'on trouvera toujours un compromis plutôt qu'une solution qui est géniale et parfaite. Et voilà. Alors ce que je vous propose, c'est comme on n'a pas pu répondre à toutes les questions, on peut faire une autre conférence si ça vous intéresse. Seulement si ça intéresse la communauté, on peut faire une autre conférence la semaine prochaine pour répondre aux questions et de manière aussi à vous aider à avoir digéré cette première phase, puisque je pense que pour beaucoup c'est énormément d'informations. Peut-être pour certains ils sont choqués, je sais pas, bon, on peut imaginer tous les scénarios possibles. Et Graham I just said we can state another date in the future for another conference. We can answer to the next questions. Further questions, yeah, sure. And I just introduced the team with Adrien, which is a composer.
and the other persons, and that we are based on Geneva. Ok. Est-ce que, Michel, je peux te redonner la parole ou est-ce que tu veux que j'en fasse plus? Est-ce que tu veux plus de comburants Alors, les délais, oui. How we can begin to release this system, Graham, ok? Alors, on va avoir une première phase, on va recruter des testeurs, pour ceux qui veulent, qui sera dans les environs de 3 mois. Ok. Et suite à ça, on mettra en place la mise en production du système. Donc, à l'horizon de 3-4 mois, on devrait émerger, sachant que, effectivement, Michel vous avait annoncé, c'est pas de sa faute, c'est de la nôtre, hein, Jean Doss. Il y a eu des retards. On avait effectivement la première version du système qui était trop sécurisée. On a dû la modifier. Et voilà, on arrive. Alors, je peux pas évaluer si les chercheurs sont avides de cette solution ou s'ils sont impatients. Je vais faire mon possible avec l'équipe qu'on a constituée pour apporter le plus rapidement une solution à la problématique qu'on a décrite en début de conférence. Michel, est-ce que je peux te repasser la parole ou tu veux encore que je brode Je te repasse la parole, Michel. Alors, Michel n'est plus là, donc je vais continuer. Théo, peut-être, est-ce qu'on peut clôturer la conférence? Est-ce que j'ose pas prendre de questions parce que ça risque de durer trop longtemps? On avait 19-20 heures et j'aime bien respecter les délais. J'essaie de m'engager. Et est-ce que Théo, tu as un retour par rapport à la communauté? J'ai pas lu les messages privés, mais est-ce que ça intéresse? Ouais, moi je vais juste te répondre par rapport au retour, c'est qu'en fait, je pense qu'une autre conférence sera effectivement nécessaire dans le sens où tu as énormément parlé technique et beaucoup de gens n'ont pas compris en fait. D'accord, ok. C'est ce qui ressort généralement, hein, je vais dire. Oui, parce que la blockchain c'est complexe, je peux comprendre, effectivement. Alors pour ceux qui ont Ouais, compris, voilà, on a voilà, un premier si jeu c'était de possible shooter qui. Voilà, mais si c'était possible de vulgariser, en tout cas, ce serait peut-être sympa. Alors la semaine prochaine, on fait une conférence où il n'y a pas de technique et on vulgarise, c'est-à-dire qu'est-ce que vous aurez en face de vous, combien ça coûtera, quelle interface, les validations. Bon, alors même si on en a parlé, effectivement, il y a eu des questions un peu techniques. Et c'est volontaire parce que vaut mieux d'abord affronter les techs, ceux qui vont nous harceler de questions techniques. Non, pas harceler, j'exagère, mais disons, et ce sont les plus coriaces, je dirais. Après, les autres, on va bien sûr expliquer et vulgariser. Oh non, mais j'en sais rien, je dis ça, c'est. Est-ce que vendredi prochain pourrait aller pour tout le monde? Graham, will you be available next Friday, maybe? Yes, I can do next Friday. Même heure, est-ce que ça va à tout le monde ou c'est un horaire un peu bâtard qui est pas trop adapté? C'est que les chouetteurs sont souvent tard le soir, mais je peux pas faire 3 heures du matin. C'est pas possible. Si je pourrais le faire, mais ça serait pas très sympa pour d'autres personnes. Est-ce que 19, Théo, est-ce que 19-20 heures la semaine prochaine, ça irait? Écoute, il y a en tout cas eu 300 personnes en ligne, donc je pense que le créneau était pas trop mal. Oui, je pense aussi. C'est bon pour moi aussi. Ok, si certaines personnes veulent me poser des questions en MP, je suis bien sûr disponible. Je consacrerai le temps pour y répondre, sous l'égide de Michel toujours, et de Graham et de mon équipe, hein, bien sûr. Et donc, n'hésitez pas, hein, moi je suis vraiment disponible pour répondre. Même pendant la semaine, même tard le soir, vous pouvez me contacter. Je suis à dispo et à votre service. I was just explaining, Graham, that I'm available to answer any questions by players all along the week. Mm-hmm. And I will check with you if I have any doubt or something like that. Obviously, as well, it's worth saying at this point that there are going to be a lot of people. I mean, you used the phrase "the haters" before. That this game has been running for a long time. There is going to be a lot of people that have a lot of emotional view one way or the other, and the best thing to do is to keep being connected like you are now. If you have serious questions, think about them. Do submit them. We will look at them. We will try to answer them.
and there are still changes and accommodations that can be made to certain things, because ultimately it's a game, and a game should be fun. I know there is a prize at the end of the game, but still, it's not 100% about the prize. It is about the whole experience and the whole game, and we want to make it as entertaining for you as we possibly can. So, do correspond with us. Do submit your questions in either French or English, and we'll try and have them answered for you. Juste une dernière question, si c'est possible. Je vois que ça revient souvent. En fait, je crois que les gens n'ont pas compris la distinction qu'il y aura entre le jeu vidéo et l'énigme de la chouette d'or. Donc, si vous pourriez revenir juste 2 minutes rapidement à ce propos. Si c'est Okay, so possible. players are asking about the difference between the video game and the actual current game. Okay. Alors, la distinction entre le jeu vidéo et l'actuel. Le jeu vidéo va enrichir l'expérience du livre. C'est comme ça qu'il faut le voir. Est-ce que je réponds de manière synthétique à la question? C'est pas, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas de. Simplement, au départ, c'était pas prévu. Et la rencontre de Graham a fait que c'était tout à fait possible pour la chouette d'or, je parle. Donc, pour moi, quand j'ai proposé cette idée, c'était génial pour les chouetteurs. C'est vraiment pour apporter quelque chose, hein. Sachant que ça coûte cher de développer ça, mais c'est vraiment pour apporter une dimension du jeu qui n'existait pas et qui peut permettre de raconter d'histoires, de faire des enregistrements, d'apporter toute une dimension au jeu qui pour moi est mythique. Donc le livre n'exprime pas forcément tout ce qu'on peut faire autour du jeu. Est-ce que Théo, tu penses que j'ai répondu, ou si la question était plus tordue? Connaissant les chouetteurs, elle devait l'être. Non, c'était vraiment pas une question tordue. Je pense que beaucoup de joueurs n'ont pas compris en fait le lien entre la chouette d'or et le jeu vidéo. Ils savent pas si c'est deux projets complètement différents, ou si on a besoin de jouer au jeu pour résoudre la chouette d'or. Qu'est-ce que le jeu va nous apporter pour l'énigme de la chouette d'or? C'est un petit peu toutes ces questions qu'ils se posent, je pense. Le jeu ne sera pas essentiel pour gagner, ne sera pas obligatoire pour gagner. C'est vraiment quelque chose d'additionnel. Donc le jeu sera gratuit. Mais pour nous, la problématique, je vous explique. La problématique, c'est comme bien sûr, il y a la chouette d'or en tant que jeu qui est très important, mais après, il y a la suite. Comme on rentre dans le domaine des jeux vidéo, le projet global, donc c'était bien d'associer le jeu vidéo directement avec le système blockchain. Et si on le faisait en 2 temps, c'était beaucoup plus coûteux et beaucoup plus long. Donc on voulait vraiment rassembler. Donc essentiellement à la base, il y a l'idée d'une équipe qui veut faire un projet, et donc on optimise. Après, il n'est absolument pas nécessaire de jouer à ce jeu vidéo, mais comme il sera gratuit, je pense que la plupart le téléchargeront et voudront voir ce que c'est. Mais vous pouvez trouver la solution avec le livre, c'est largement suffisant, et nous, on ne dénature pas l'essence du jeu. C'est pas du tout. D'ailleurs, je pense que c'est bien que moi, je sois un ancien chouetteur. Je cherche depuis 96, donc je connais très bien l'esprit des joueurs, l'esprit de la chouette, et voilà, donc il n'y a pas de raison de dénaturer quoi que ce soit. En tout cas, c'est pas la volonté. Après, est-ce que le jeu vidéo va dénaturer? Je sais pas, on verra bien, mais je pense que l'intention est plutôt bonne d'enrichir l'expérience des joueurs. Il y a une autre question qui m'a été posée, Théo, si je peux me Juste permettre de avant. répondre. Oui, juste Oui. avant, il y a Michel a un problème de micro, et donc il me fait transmettre. Il parle que le jeu vidéo, je vais dire ces phrases exactes, comme ça on est sûr de pas mal comprendre. Donc l'idée est d'utiliser ce vecteur pour les prochains indices, et en évitant de priver certains participation des infos. L'aide avait expliqué que les indices donnés ici par moi ne circulaient pas suffisamment pour l'ensemble des joueurs. Exemple, la photo de la carte. Oui, Donc et voilà, effectivement, ça me fait Discord n'est transmettre. pas forcément le plus adapté pour diffuser au sein d'une communauté des documents qui sont dits officiels. Graham, can you translate, because I explained a lot of things. So can you explain that the video game first intent was to enrich the player's experience? I'm explaining, so if you can. Yeah, so And we had an issue that was to connect the blockchain system to the video game developments for a cost optimization or something like that. okay. Let's talk about the blockchain thing first. I'll be perfectly honest with you. Like a lot of you,
whenever I hear anything like project blah 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 blockchain, I instantly think this is going to be something negative, because in 99% of situations, you never see blockchain actually being used for something beneficial. We've seen it with things like NFTs and negative things. In this case, we look at a whole number of different ways. And all blockchain is a verifiable third party. That's all it is. It's just a way of us giving that timestamp, that authorization, that acknowledgement that we've received a submission, and having that lodged with somebody else that isn't us, so that it means it's less likely that if there was a bad actor within our own organization, or if somebody hacked our organization, that they would be able to cheat somehow. That's all that's there for. I mean, it's blockchain, yes, but it is a third party, and it's actually a very good usage of blockchain. In fact, it's probably the only good usage of blockchain that I've actually seen myself professionally. So I'm actually quite pleased with it. Sorry, Alex, what was the other question? Théo, quelle était ta dernière question? Je l'ai oublié, excuse-moi. Après le jeu vidéo, la différence entre le jeu vidéo et... Oh, yes. Okay, sorry, yes. No, I'm talking to Théo. Yes, but what TH qui avait posé la question. I remember the question now. You want to know what is the video game? When we say video game, what is it about? Okay, everybody has a different idea of video game, what a video game is. I've seen some people in the comments, they've used terms like, oh, is it VR? Is it something like that? In this case, yes, it is. It's easier to say it's a VR experience rather than to say it's a video game. And there are people that obviously would be put off if they thought you were going to need kind of Call of Duty skills to be able to play this game. No. It's just a way of us presenting the clues and the information from the book in another way. And hopefully in a way which enriches what is already there. Nobody can take away from the fact that this book has been around for 30 years and people love the book. And you can't change that. That is there. But also in 30 years, nobody has yet won the competition. And there is a growing concern of people randomly running around digging holes in public places, which has become a very big nuisance. And has become a problem for some people. So we're trying to address that. So what we want to do with the game is give you a way that you can feel closer to what Michel has produced. So you can be able to see his artwork in a context which is maybe it's different than the book. It's hopefully richer, and it also gives the opportunity to add additional information that Michel may want to add, which of course is going to be available to everybody, and hopefully it will be entertaining and fun. Ok. Théo, je crois que tu avais une autre question après celle-ci. J'en ai une autre. C'est pas Théo qui parle, là, CH. J'en ai une autre. Je crois qu'il y a beaucoup de confusion aussi sur un autre point. C'est le système de vérification énigme par énigme. Donc, comment ça fonctionne? Tout à l'heure, je crois que tu as pris l'AB pour exemple. Et je crois que beaucoup de joueurs n'ont pas vraiment compris si on devait envoyer d'abord l'AB, ensuite toutes les autres énigmes jusqu'à la super solution, ou est-ce qu'on peut envoyer directement la super solution, se la faire valider et gagner du coup la chasse. C'est un choix qu'on va faire avec Michel, en accord avec Michel avant le lancement du jeu. On dira, mais notre système peut le faire. Après, peut le faire, est-ce qu'on va le faire? Ça, c'est à décider avec Michel. Il est quand même l'organisateur du jeu. Donc, est-ce qu'on demandera à tous les joueurs de soumettre un coût qui sera moindre toutes les solutions précédentes sans les valider, de manière à vérifier qu'une fois la super solution validée, le joueur a bien soumis toutes les solutions. Mais Michel pourrait exiger qu'il faut un livre pour prétendre être gagnant, ce qui serait tout à fait légitime de la part de Michel. C'est plus la question, comment on garantit qu'un joueur a bien acheté le livre
Ou est-ce qu'on remplace le livre par valider toutes les solutions? Je ne sais pas. Et pour l'instant, il n'y a pas de décision par rapport à ça. Au départ, c'était de soumettre la super solution. Mais déjà, le fait de soumettre la super solution, je ne sais pas, c'est quelque chose à décider avec Michel. On en discutera et vous serez avertis sur les choix qui seront faits, Michel, par rapport à ça. Il y a une dernière question qui m'est posée parce que je veux vraiment respecter le délai pour pas trop m'étendre, sinon on va m'accuser de réunionnite aiguë. J'ai pas du tout envie. Donc la dernière question, c'est est-ce que le système pourrait être utilisé par d'autres prestataires? C'était le but au départ de ce projet, c'était vraiment de créer de la transparence pour toutes les chasses au trésor. Donc oui, il y a cette option qui est envisagée. Donc H, toi, c'est toi qui m'as posé les questions tout à l'heure, mais je pensais que c'était Théo qui me parlait, excuse-moi. Pas de souci. Okay, Graham, just translate my last answer. I was explaining. Okay, the question was about how many solutions the players need to submit. All the solutions or only the final solutions. I was just explaining that the choice is not already stated, and maybe you can add something if you want. Well, when you say need, it depends as well, because obviously many of the solutions are effective to some of the riddles are effectively already public knowledge. And it may be interesting from a game point of view to be able to know, to be able to display who has solved what riddles and when. But it will be, that's not my decision to make. I'm just putting the system in play, and the system can cope with either way, whether you need to solve all the riddles or whether you just need the final solution that you have. Whichever is decided, the system can cope with both. So that is for someone other than me, I'm afraid. Je pense que le jeu constitue un tout et les joueurs on remplace vraiment l'acte d'aller creuser pour déclarer un vainqueur. Donc nous, on remplace ça par soumettre un texte. C'est l'équivalent de aller creuser. Si on permet aux joueurs, si on oblige les joueurs à soumettre chacune des solutions, même si, comme Graham le disait, elles sont publiées, il n'y a jamais personne qui les a validées officiellement. D'ailleurs, il y en a qui peuvent être fausses, on n'a pas de réponse par rapport à ça. L'important, c'est que les joueurs puissent transmettre cette solution finale que l'on a appelée super solution et qui n'existe pas, comme Michel l'a dit. Il y a simplement un endroit où aller creuser et il faut le déterminer par un raisonnement et une solution. Si on oblige les joueurs à soumettre, c'est simplement pour garantir, par rapport à Michel, que les joueurs ont bien payé le ticket d'entrée qui était l'achat du livre. Et je pense que Michel veut maintenir l'achat du livre, donc peut-être qu'on ne fera pas comme ça. Mais c'est pas pour dénaturer le jeu et faire en sorte que les joueurs soumettent, c'est simplement pour garantir un minimum pour pas que les joueurs jouent sans en ayant des énigmes qui ont été publiées gratuitement. Simplement pour cette caractéristique précise, ça n'a rien à voir avec le jeu. Est-ce que H, ça te va comme réponse, tu penses? Oui, je pense que ça ira. Merci. Merci pour les précisions en tout cas. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, il y a beaucoup de questions qui arrivent, j'en reçois, et de toute manière, je répondrai pas sans l'aval de Michel sur toutes les questions, donc je lui transmettrai. On fera un débrief ensemble et on fera une conférence pour pouvoir dire et parler d'une seule voix. Voilà. Okay, so Graham, maybe you want to conclude or add something else? Only to thank everybody who participated for their time and for submitting questions. Just to give you my point of view, I'm sat here watching a whole bunch of questions whizzing up the screen. I have seen a bunch of questions that are actually interesting, and I haven't been able to answer them. There just hasn't been the time. I will be taking the transcript of this conversation. I'll be putting it into English so that I can understand it. And we will be looking at all of the questions, well, the sensible ones anyway, and those will be automatically considered. So if you've said something in the transcript of the conversation today, you don't need to contact us and say it again. I will be looking at those things. Thank you for that.
Voilà, je remercie également tous ceux qui ont participé. Merci pour votre temps, votre patience. Et rendez-vous à la semaine prochaine en ce qui me concerne. Merci beaucoup H, Théo pour votre organisation. Merci Michel de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer, expliquer mieux les choses. Et j'espère que tu vas retrouver l'usage de ton micro. À bientôt. Bonne soirée. Bye bye.